Si le printemps annonce le renouveau, l'automne se place sous le signe du retour de la migration pour les oiseaux qui effectuent de grands déplacements. Pour les oiseaux sédentaires, comme la chevêchette d'Europe qui vit dans les forêts du Haut-Jura, il s'agit de simples changements de lieu et ce sont surtout les juvéniles qui partent à la découverte d'un territoire disponible. La chevêchette donne de la voix dès le mois d'octobre. Elle annonce le retour des amours. Chaque printemps, je vais à la rencontre des chouettes de montagne que sont la chouette de Tengmalm et la chevêchette d'Europe. Après plusieurs années de recherche, ces chouettes m'ont révélé bon nombre de leurs cachettes. Aujourd'hui, il m'est donné de partager les moments les plus intenses au travers d'un film témoignant de la vie de ces rapaces forestiers qui sont des plus attachants. Pour se rendre dans le domaine des chouettes, il faut suivre un cheminement sinueux qui passe d'une combe à l'autre, contourne un muret, franchit un crêt et aborde enfin leur territoire. Bientôt, le chant d'une chevêchette résonne au loin. Il devient alors possible de localiser la chouette. On découvre soudain le chanteur posté sur une branche. Il surveille le visiteur. Dans ces montagnes, l'hiver n'en finit pas. Les rongeurs dissimulés sous la neige sont difficiles à capturer. La chouette s'est adaptée et chasse principalement les oiseaux. La chevêchette cache ses proies dans d'anciennes cavités. Par mauvais temps, elle s'y met à l'abri et en cas de disette, y trouve quelques provisions bienvenues. Quand tout est gelé, elle ingère de la neige pour se désaltérer. Comme tous les rapaces, elle rejette des pelotes par le bec. Ces dernières sont constituées des parties non digérées des proies consommées, les os et les poils. Après chaque repas, les pelotes sont régurgitées et tombent au pied du perchoir habituel de la chouette. L'allongement de la lumière du jour déclenche de multiples changements de comportement chez les hôtes de la forêt. La gélinotte n'échappe pas à ces influences saisonnières et elle lance ses premiers appels discrets. Le grand tétras qui vient de terminer la parade prend quelques instants de repos. Le chant émis par le mâle de la chevêchette est destiné aux autres individus de son espèce. Il signifie que le territoire est occupé et qu'il vaut mieux ne pas y rester. En ce printemps, l'abondance de micro-mammifères profite à la chevêchette. Mais la chasse ne réussit pas à chaque fois et le petit prédateur doit s'y prendre à plusieurs reprises pour capturer un seul rongeur.
mois d'avril, le mâle veut amadouer sa compagne et lui propose la cavité pour la nidification en chantant tout en douceur. La femelle chante à son tour. Elle semble accepter le gîte proposé par son partenaire. Après les accouplements, le mâle s'active en tous sens. Dès l'aube, il se tient près de la cavité et propose quelques proies à sa compagne. Il a capturé un lézard vivipare, une proie peu courante destinée à sa partenaire. D'autres offrandes seront déposées dans la loge. Un passereau et un rongeur encourageront la femelle à pondre dans les prochains jours. En état d'excitation intense, le couple se rapproche de la cavité choisie. En quelques jours, la femelle adopte la loge et s'y établit. Pierre Baumgart, dessinateur et graveur animalier, passionné par la vie sauvage et sensibilisé par la chevêchette, a réalisé une superbe palette de dessins. Ces images dévoilent diverses attitudes et quelques comportements propres à l'espèce. Plus tard dans son atelier, l'artiste complète les croquis et grave le sujet sur des plaquettes de bois. Selon les contrastes, il doit ouvrager plusieurs plaquettes. Quand tout est prêt, l'artiste procède à la phase finale de l'œuvre, le passage sous presse pour imprimer les dessins sur un papier japon. Pierre Baumgart a parcouru les régions les plus reculées d'Europe, celles qui abritent encore des ours, des loups et les derniers bisons du continent. Il a aussi croqué les parades du Grand Tétras dans le Haut-Jura et en Scandinavie. Au mois de mai, le calme règne autour de la loge. La femelle qui a pondu ses 5 à 8 œufs quitte rarement la cavité. Au bout d'un mois d'incubation, les œufs éclosent dans le nid. Dès cet instant, l'activité reprend son cours.
Le mâle, qui a pressenti l'événement, se met à chasser intensément, car le nourrissage des poussins commence de suite. Le contact entre les deux adultes est chargé d'ardeur lors de l'échange des proies, une nervosité certainement due à l'empressement de nourrir les jeunes. Le pic-et-pêche qui élève sa nichée laissera une cavité vide pour l'année suivante. Cette loge pourrait être occupée par une chevêchette le printemps prochain. Les loges de pic-vert sont parfois empruntées par le petit rapace. Placés côte à côte, les adultes se ressemblent. C'est surtout par sa plus petite taille et le dessin mieux marqué de son plumage que l'on distingue le mâle de sa compagne. Afin d'aider son compagnon, la femelle chasse à son tour. Elle a capturé un pinson destiné à ses jeunes. Après le repas, elle évacue les déchets hors de la cavité. Les débris tombés au pied du nid sont collectés par les ornithologues. Selon l'examen de leur contenu, les spécialistes découvrent que le menu des jeunes chevêchettes se compose d'environ 60% de micromammifères et 40% d'oiseaux. En fin d'élevage, les adultes ralentissent le rythme des nourrissages. Ils espacent volontairement l'apport des proies afin d'inciter les jeunes à quitter la cavité. Ce stratagème semble efficace. Les juvéniles, attirés par l'appât, se bousculent au trou d'envol pour recevoir leur proie. En quelques jours, toute la famille a pris son envol. Les jeunes chevêchettes, qui sont capables de chasser 2 mois après leur émancipation, deviennent indépendantes en fin d'été. Elles atteignent leur maturité sexuelle au cours de l'automne. Une précocité vitale pour une espèce qui évolue dans un milieu exigeant de grandes capacités d'adaptation. La chevêchette a été repérée par les passereaux forestiers. Depuis son perchoir, elle guette les allées et venues des oiseaux qui viennent se désaltérer au point d'eau. Le moment venu, elle plongera sur l'un d'eux. Soudain, le petit rapace se dresse et s'étire tout en hauteur. Que se passe-t-il ? La présence d'un faucon cresserelle, prédateur occasionnel, a provoqué cette attitude de camouflage. En devenant toute mince, la chevêchette reste inaperçue aux yeux du rapace. Une hermine de passage provoque ce même réflexe d'intimidation passive. Une équipe de naturalistes bénévoles, regroupée sous le nom de Gernov, groupe d'études des rapaces nocturnes de l'Ouest vaudois, effectue divers travaux sur l'écologie de la chevêchette. Dans le cadre de l'étude, Pierre et Jean-Daniel Henriou, bagueurs autorisés, examinent le fond d'une loge à l'aide d'une caméra endoscopique. La démarche se renseigne sur l'état de la nichée de la chevêchette.
Les bagueurs procèdent à la pesée de la famille de chouettes. La femelle pèse 72 grammes et les jeunes âgés d'une vingtaine de jours pèsent entre 50 et 70 grammes. La longueur de l'aile est mesurée et la structure du plumage examinée pour déterminer l'âge du rapace. Les ornithologues effectuent ensuite le marquage de l'ensemble de la nichée. Les bagues délivrées par la station ornithologique sont numérotées et serviront à l'identification en cas d'une reprise des petits rapaces. Cette étude, réalisée depuis plusieurs années, apporte de précieux renseignements sur la biologie de la chevêchette, notamment sur sa reproduction, sa densité et sa répartition. Les différents contrôles étant terminés, il ne reste plus qu'à remettre les jeunes dans leur cavité et à rendre la liberté à la femelle. La chevêchette a une cousine, la discrète chouette de Tengmalm, aussi appelée chouette perlée en Scandinavie. À l'époque glaciaire, elle vivait au voisinage des glaciers qui recouvraient une bonne partie des terres. Avec le retrait des glaces, cette chouette a dû quitter la plaine pour se réfugier dans les forêts de montagne. La chouette perlée jouit d'une anatomie particulièrement bien adaptée à la vie nocturne. Elle possède un système auditif ultra performant. Dissimulée sous le plumage, ses oreilles sont asymétriques. L'une d'elles est située vers le haut du crâne et l'autre se trouve à mi-hauteur du disque facial. Cette disposition lui offre une grande capacité de localisation lors de la capture des proies. Dès le mois de février jusqu'en avril, la chouette perlée déploie une intense activité vocale. Le mâle chante principalement à l'aube et au crépuscule. En comparant les enregistrements de 3 chanteurs différents, on remarque que chaque individu émet un chant distinct. Les strophes du chant territorial ont une durée de 2 à 3 secondes et comportent une dizaine de notes. Quant au chant nuptial, il se prolonge pendant plusieurs secondes. L'alarme est un signal bref et strident. Il sert d'avertissement à l'intrus qui s'aventurerait dans son territoire. La chouette, qui a avalé une proie, marque une pause et régurgite une pelote 2 à 3 fois par nuit. La chouette perlée emprunte une ancienne cavité de pic noir pour nicher. La femelle y pond ses 5 à 6 œufs qu'elle couve pendant une trentaine de jours.
Le pic noir choisit un fayard au tronc dépourvu de branches pour y creuser une cavité assez spacieuse qui accueille toute sa famille. La cavité n'étant plus occupée l'année suivante, elle pourra héberger une nichée de chouettes de Tengmalm. Pour les jeunes chouettes, le séjour dans la cavité était bien long. La femelle a quitté le gîte, celui-ci étant devenu trop exigu avec ses 4 jeunes qui prennent toute la place. Postée à proximité, elle veille sur la sécurité de la nichée. À l'instar du travail mené sur la biologie de la chevêchette, une étude est également en cours sur la chouette de Tengmalm. Les recherches portent sur la répartition et la densité de l'espèce. Il en ressort une disparité de présence dans les forêts de la zone d'étude et une forte fluctuation des effectifs d'une année à l'autre. Dans le cadre de ces recherches, l'ornithologue accrédité mesure le poids de la femelle qui est d'environ 150 grammes. Il procède ensuite à la pose d'une bague officielle tout en remarquant ses pattes emplumées et ses redoutables serres. En comparant la coloration des rémiges primaires, qui sont d'un brun plus foncé que les rémiges secondaires, le bagueur affirme que cette femelle est âgée de 2 ans. Au Paléolithique, les forêts recouvraient tout le continent. Du nord au sud, il n'y avait que des arbres. Quelques 200 000 ans plus tard, au Néolithique, l'homme chasseur-cueilleur devient cultivateur et éleveur. Les communautés se sédentarisent et procèdent au premier défrichement. Aujourd'hui, les services forestiers doivent garantir un équilibre global du milieu. Le forestier sélectionne le bois de production et protège certains arbres. Il est aussi lié aux fonctions biologiques, paysagères et récréatives. Sur le long terme, seule une gestion forestière tenant compte de tous ces éléments assurera la continuité des espèces cavicoles. Avec le marquage des troncs par les ornithologues du Gernov, les gardes forestiers peuvent repérer visuellement les arbres à cavité et les laisser sur pied. C'est ce qui se pratique dans la zone d'étude, élargie depuis plusieurs années à l'ensemble du Jura vaudois. Ces actions de sauvegarde ne dissuadent pas les ornithologues de préserver les populations des chouettes de montagne en posant des nichoirs, afin de compenser les arbres à cavité brisés par les vents tempétueux. Les nichoirs et les cavités creusées par les pics nécessitent un contrôle à chaque printemps. C'est ainsi qu'une nichée de chouettes perlées de taille exceptionnelle, avec 6 poussins et 3 œufs, est découverte dans un nichoir. Certains nichoirs sont parfois occupés par la martre. Le mustélidé, qui parcourt plusieurs kilomètres chaque nuit, hante son territoire en visitant quantité de nichoirs et de cavités. Cependant, l'impact du prédateur sur les oiseaux cavicoles semble limité et entre dans le cadre de la sélection naturelle. En marge de l'étude des chouettes,
Mon côté naturaliste guide mes pas vers un style de vie chargé de forte intensité, comme ces soirées et ces nuits passées en symbiose avec les acteurs de la forêt. Un ressourcement bienvenu où je retrouve mes racines enfouies par les vicissitudes de l'existence.